Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle intervention de ma part. Ici François Ablé. Merci à tous ceux qui vont assister ou qui vont voir ce partage, cet échange d'opinions. Alors, euh, je souhaite me prononcer en fait sur la nouvelle monnaie qui a été créée récemment, l'ECO qui met fin au règne du franc CFA, le franc des colonies et ainsi de suite, des communautés financières de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la monnaie coloniale. Et en tant que membre du CPR, Congrès panafricain pour le renouveau, dont le docteur Doumbia Major est le président, que je salue, je souhaite donner mon point de vue sur l'ECO, donc la nouvelle monnaie. Bien sûr, la nouvelle monnaie ECO fait beaucoup jaser. C'est une monnaie qui vient pour remplacer de façon symbolique le franc CFA, qui est la monnaie du colon, qui a été créée, je crois, le 26 décembre 1945. Et puis, on a eu récemment la visite du président Emmanuel Macron, le président français, en Côte d'Ivoire, en compagnie de son homologue, le président ivoirien, qui est M. Alassane Ouattara, pour décider d'un commun accord de rompre avec le franc CFA et d'opter pour l'ECO, qui va être la monnaie ouest régionale, pour la plupart je crois, des 16 ou 18 pays qui vont l'utiliser très prochainement. Alors, bien sûr, cette monnaie est une monnaie qui fait couler beaucoup d'encre, autant que la monnaie précédente qui était le franc CFA. Tout d'abord parce que je pense que les réformes qui ont été faites sur l'éco ne sont pas des réformes audacieuses, ce sont des réformes, on va dire, elles ne sont pas suffisantes, des réformes très sensibles, parce qu'ils se sont concentrés uniquement sur la dimension émotionnelle, la dimension on va dire, affective que les Africains ont envers leur monnaie. C'est-à-dire que j'ai lu à peu près 7 à 8 articles. La plupart des réformes qui ressortent souvent, il y en a trois. Il y a bien sûr le changement de l'appellation de la monnaie qui était avant franc CFA, qui est devenu maintenant ECO. Ça, c'est la première réforme. La deuxième réforme, c'est aussi du fait que au départ, il y avait l'obligation de la banque, des banques de la sous-région, la banque ouest-africaine qui est donc la BCAO, et aussi les autres banques des différents espaces communautaires, comme au niveau du CEMAC, du ZMAO et ainsi de suite, de déposer 50% de leur monnaie au trésor public de la Banque de France afin d'assurer la convertibilité de la monnaie. D'accord? Donc, je pense que lui, ils l'ont pas touché, puisque au départ, c'était à peu près, je crois, 95%, et puis il y a seulement 5% des réserves qui reviennent aux pays ouest-africains. Et dans ce 5%, on le place sur un compte d'opération, et c'est avec le compte d'opération, on ne va prêter que avec l'argent qui va produire environ à un taux d'intérêt de 7%. C'est-à-dire qu'ils déposent l'argent dans un compte d'opération, donc les 95%. Ensuite, les intérêts qu'ils produisent, ils vont avoir de l'argent avec cet intérêt et ensuite, ils le prêtent aux pays concernés de la sous-région avec un taux d'intérêt de 7%. D'accord? Donc, ça arrive à peu près à 3,5% que les Africains vont percevoir de la valeur de leur monnaie. D'accord? Donc, cette histoire, cette manière de faire qui a du coup asphyxié, bien sûr, l'indépendance monétaire des pays africains a été réduit maintenant à 50%. D'accord? Donc, sur ce côté-là, il n'y a pas eu vraiment de changement. D'accord? Ils sont plus octroyés plus sur la dimension, comme j'ai dit, affective et émotionnelle du franc CFA en changeant le nom, en ajustant sensiblement ou relativement très faible cette réserve de change obligatoire, deux. Et puis la troisième chose, c'est bien sûr au niveau des instances gouvernementales, au niveau des conseils d'administration, puisqu'il y avait plusieurs Français qui siégeaient dans ces places et qui avaient un certain droit de veto sur le fonctionnement, la disposition et la structure d'émission de la monnaie. Maintenant, il n'y aura plus de veto, il n'y aura plus aucun Français. Enfin, c'est ce qui a été communiqué
dans la plupart des grands médias, notamment Thomson Reuters. J'ai vu même un article sur Bloomberg là-dessus. J'ai vu aussi un article sur la BBC, d'accord? Donc, j'ai lu plusieurs articles et c'est ce qui revient assez souvent, ces 3 points que je viens d'énumérer. Bon, moi, je suis totalement en désaccord avec l'écho parce que l'écho n'est pas, on va dire, n'a pas innové, d'accord? Il n'y a rien en termes d'innovation, même si ça vient effacer en quelque sorte cette appellation controversée ou péjorative du CFA qui était un peu les vestiges de la colonisation, mais il n'en demeure pas moins que l'écho reste toujours l'ombre du sous-développement, restera ou va devenir l'ombre du sous-développement des pays africains parce que ce n'est pas la question de changer le nom ou la question de changer on va dire, les vétos des Français sur la fabrication et ainsi de suite. C'est vraiment de permettre aux Africains de s'octroyer une politique monétaire que eux-mêmes décident, d'accord? Parce que le problème de l'arrimage et le problème de l'indexation se posent, d'accord? Avant, le franc CFA était indexé sur l'euro, d'accord? Alors, c'est quoi l'indexation? C'est quoi l'arrimage? Bien, l'indexation, c'est une mesure, je dirais, comptable ou mathématique ou financière qu'on utilise pour rebalancer le prix d'un actif à travers sa valeur, d'accord? Ou on peut dire aussi le prix du coût de la vie ou le prix d'un produit par rapport, on va dire, à la valeur du coût de la vie, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, par exemple, on parle d'indexation quand on veut combattre l'inflation, d'accord? Si, par exemple, dans un pays, on a une inflation de 2%, on va bien sûr indexer les salaires ou le niveau de vie à 2%, de sorte à ce que les gens de ce pays-là ne subissent pas la dureté de l'inflation sur leur portefeuille. C'est ça une indexation, d'accord? On peut aussi dire, si vous devez, par exemple, 40% de votre salaire aux impôts, ben, votre salaire va être indexé de 40% parce qu'on va retirer les 40% pour le déposer à titre de règlement pour pouvoir payer. D'accord? Donc, on parle d'indexation quand on parle d'inflation ou d'impôts ou des choses comme ça. L'arrimage, c'est différent. L'arrimage, c'est plutôt aussi une mesure, un outil qu'on utilise pour pouvoir stabiliser, d'accord, pour stabiliser les fluctuations des monnaies, d'accord. En anglais, le terme souvent en anglais qu'on utilise, on parle de pegging, donc de currency pegging, c'est-à-dire quand when the currency is pegged, c'est-à-dire quand la monnaie est stabilisée, elle ne bouge plus, et donc l'inflation n'affecte pas la valeur de la fluctuation, d'accord. Donc, dans le cas du franc CFA, il y a eu un moment où la monnaie était arrimée à l'euro, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément d'intervention sur le franc CFA. L'argumentaire qui était utilisé souvent par les économistes africains ou bien par les présidents, les chefs d'État, c'était pour dire que c'était pour éviter que ces pays africains qui étaient la majorité en voie de développement ne puissent pas subir les affres de l'inflation, chose qui n'est pas vraie parce que de toute façon, dans tous les modèles économiques que vous allez étudier, puisque je suis économiste aussi junior, je n'ai entendu nulle part que pour combattre une inflation, il faut indexer les prix. Il faut, pardon, arrimer les prix aux valeurs de la production. Parce que la production ou la croissance suit l'inflation, ou du moins l'inflation suit la croissance, d'accord? Dans un pays où il y a la croissance, il faut qu'il y ait l'inflation, parce que c'est ça qui stimule donc par la consommation, les dépenses, ainsi de suite. Donc, ça fait que il faut pouvoir établir une sorte de fourchette. Voilà pourquoi la plupart des banques centrales se sont tous attelés de façon consensuelle à fixer un taux d'inflation à 2%, d'accord? Une cible inflationniste à 2%. En Afrique, en Côte d'Ivoire, en l'occurrence, ou dans les pays de la sous-région, je ne sais pas si leur cible inflationniste est de 2%, parce que ça dépend des différentes zones. Il y a des zones où l'inflation de certains pays sont à 10%, il y a certains où ce sont à 5%, d'accord? J'ai mis, vous allez voir sur mon mur bientôt, à la fin de cette émission, j'ai mis sur mon mur le taux d'inflation annuel au niveau de la Côte d'Ivoire et le taux de croissance également de la Côte d'Ivoire dessus 10 ans, donc de 2010 à maintenant.
le taux de croissance annuel de 10 ans est de 7,2%, tandis que l'inflation tourne autour de entre 1,5 à 1,3 à 1,5%, en tout cas proche de 2%. D'accord? Et récemment, on était à pratiquement 0,2. D'accord? Donc, on a eu quand même un fort bon. Donc, c'est pour dire que le problème de l'indexation et de l'arrimage, il demeure toujours. Et il n'a pas été réglé parce que les gouvernements, je pense que c'était plus un manque de volonté politique, c'est plus un manque de courage de pouvoir régler définitivement la question de l'arrimage versus la question de l'indexation. Parce que de toutes les façons, avec la monnaie éco, l'argument qui est aussi soutenu par les différents chefs d'État signataires à travers leur pays, ils disent que ça va ouvrir aussi la zone ouest africaine de faciliter les échanges entre elles, de faciliter le commerce entre ces différentes zones. Le problème encore, c'est que là, l'Afrique, la plupart des pays africains disposent de beaucoup de demandes, de biens qui ont de biens qu'on a, comme on peut dire ça, de biens élastiques, d'accord? Donc, en économie, quand on parle d'élasticité, ça veut dire que ce sont des biens dont le prix, la demande varie en fonction de l'offre, d'accord? La demande varie en fonction de l'offre de façon sensible. C'est-à-dire que si, par exemple, on a la demande d'un bien évolue, par exemple, de 15%, vous allez voir que le prix va peut-être aussi varier à peu près de 12%, de 10 à 12%, d'accord? Or, généralement, dans la plupart des pays africains, si on a tous à peu près les mêmes biens, il est difficile de commercer entre nous, c'est plutôt avec le monde extérieur. Par exemple, si vous augmentez le prix du pain sur le marché, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pays africains qui vont subir des tensions sociales parce que le pain nécessite en fait une alimentation régulière au niveau de l'Africain moyen. C'est un aliment de base. Donc, si on augmente le prix, ça va affecter bien sûr socialement. Par contre, si vous augmentez le prix d'une Lamborghini, ça n'affecte pas la demande au niveau social parce que c'est réservé uniquement à une infime partie de la population qui peut se permettre d'acheter des voitures de luxe. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre un bien qui est inélastique et un bien élastique. Et en Afrique, en l'occurrence, on a beaucoup de biens entre nous qui sont élastiques. Et donc, le fait de mettre une monnaie commune n'est pas si bénéfique parce que de toutes les façons, on dispose déjà des mêmes produits. Donc, si on a les mêmes produits et on a encore les mêmes monnaies, on ne peut pas vraiment échanger ensemble. D'accord? La plupart des pays, on parle souvent le problème d'intégration, le problème intégrationnel qui se pose. Et du coup, ça fait que l'aspect des interventions de banque centrale, par exemple, la question est vitement balayée du revers de la main. Vous comprenez? Donc, les arguments qui sont employés du côté des gouvernements ou du côté on va dire des économistes africains, je pense, pour ma part, ne tiennent pas debout parce que on a besoin d'avoir une monnaie qui doit être fluctuante, d'accord, qui doit dépendre des performances du pays, parce que ils arriment ou bien ils indexent l'euro, le franc CFA ou l'éco par rapport à l'euro, sauf que la valeur de l'euro, elle fluctue dans le temps, d'accord? Vous avez vu récemment, à partir de 2012, l'euro était à 1,44 sous la présidence lorsque le président européen Mario Draghi est arrivé, il a décidé de mettre en place une politique monétaire accommodante. Donc, il a fait chuter l'euro de 1,44 jusqu'à 1,09. Il est parti de ça, il a quitté son mandat à 1,10, d'accord? Et donc, cette mesure, on va dire, accommodante, était pour stimuler les exportations du coup en Europe. Et ça a permis à la zone européenne de pouvoir exporter beaucoup de produits, d'accord? Donc, dans la mesure où, donc ça, c'est quasiment une dévaluation de l'euro, d'accord? Alors, imaginez-vous si notre monnaie, l'éco ou bien le franc CFA, comme d'habitude, est indexé ou arrimé sur est indexé sur l'euro, d'accord? Bien sûr, nous allons subir, parce qu'il va falloir rebalancer la valeur de l'euro au poids dans la composition au niveau de l'éco. Et ça aussi, ça fait diminuer indirectement la valeur de notre monnaie. Si on l'arrime, c'est-à-dire qu'on le fixe à un certain taux
et donc du coup on ne peut plus, il ne bouge plus pour soi-disant combattre l'inflation. Si par exemple on a aussi des booms au niveau économique, ben, il faudrait que cette inflation puisse se faire ressentir dans la croissance parce que dans tous les modèles économiques, il faut que l'inflation ou le taux d'inflation suive le taux de croissance. Sauf que si le taux d'inflation, si la valeur de la monnaie est stabilisée, du coup, ça ne nécessite aucune intervention de banque centrale. Donc ça veut dire que c'est une monnaie qui n'est pas, disons, qui ne dépend d'aucune politique monétaire. Or, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu de monnaie qui ne dépend d'aucune politique monétaire. Toutes les monnaies doivent être, on va dire, contrôlées par une banque centrale à travers une politique monétaire bien distincte et aussi avoir une certaine souveraineté au niveau du fonctionnement de la monnaie. D'accord? Après, les économistes encore africains reviennent en disant oui, mais c'est une monnaie qui va être qui est salutaire parce qu'on veut que le Nigeria rentre dans l'éco. Alors, ça sera une très grave erreur de faire ça parce que le Nigeria est un pays producteur qui est huitième au niveau mondial, non, 12e au niveau mondial au niveau de la production, 8e au niveau de l'exportation, et puis je crois 10e au niveau de tout ce qui est produit aussi énergétique, donc en termes de gaz naturel et des choses comme ça. Donc c'est un pays qui est un pays pétrolier, et si un pays pétrolier qui a une puissance comme le Nigeria rentre dans la sous-région avec l'éco, ben ça nécessite donc beaucoup d'interventions de banques centrales pour stabiliser le taux d'intérêt parce que si l'inflation, puisque le pétrole est un produit très inflationniste, ben on aura besoin d'avoir une politique inflationniste bien définie, sauf qu'ils n'ont pas l'intention de le faire puisqu'ils veulent arrimer la valeur de l'éco à celui de l'euro, donc de stabiliser ou de fixer un taux d'intérêt. Donc, ça serait une grave erreur de mettre le Nigeria là-dedans. Ça peut nous amener à une situation d'hyperinflation. D'accord? Donc, c'est pour ces raisons-là que je trouve qu'il y a une incohérence et il y a beaucoup d'incongruité au niveau de la création de l'éco parce que, en fin de compte, l'éco, c'est un peu comme certaines personnes le disent, ils n'ont pas tort, que c'est comme du CFA mais bis. Parce que les seules réformes qui ont été faites là-dessus, ce sont les réformes qui sont basées sur le côté, on va dire, émotionnel et affectif des Africains, à savoir d'entendre ou bien de constater que dans les administrations ou dans les instances gouvernementales monétaires, on a des Français qui sont là pour guider en quelque sorte à donner leur veto sur le fonctionnement ou l'émission de la monnaie et puis de changer le nom franc CFA qui sont en fait des vestiges de la colonisation pour le mettre à éco. Donc voici les deux grands changements en quelque sorte. Sinon, au niveau de la convertibilité, je vous ai expliqué tout à l'heure que le problème ne tient pas. Ce facteur de déposer 50% dans les réserves de change à la Banque de France, parce que normalement, un pays, normalement avec sa monnaie, devrait se constituer une banque centrale et c'est auprès de sa propre banque centrale qu'elle doit déposer des réserves de change obligatoires et ensuite la banque centrale va reprêter à travers un taux de financement qu'on appelle souvent le taux de financement à un jour ou bien ce qu'on appelle souvent le taux marginal de dépôt. Ça se fait en Europe, ça se fait également aux États-Unis. On appelle souvent aux États-Unis le taux d'escompte, d'accord? Donc, c'est un taux auquel les banques centrales vont vous prêter de l'argent chaque jour par rapport à une certaine liquidité qui doit circuler dans la zone monétaire. Et dans le cas des Africains, nous, on dépose 50% à la Banque de France pour nous garantir une convertibilité qui d'ailleurs n'a même pas lieu d'être puisque de toutes les façons, si tout le monde a la même monnaie à travers l'éco, il n'y a plus le problème de convertibilité puisqu'on peut changer en où. Maintenant, au niveau international, s'il n'y a pas, bien sûr, pour éviter donc cette histoire d'inflation importée, on devrait plutôt mettre ou indexer nos produits ou la valeur de nos produits ou le prix des produits qu'ils soient bien sûr des biens élastiques ou pas, le mettre sur l'éco. Ça veut dire que si les gens, l'extérieur veut acheter nos produits, ben, il faudrait qu'ils se procurent de l'éco
Et donc, ça garantit une certaine convertibilité déjà de base parce que pour acheter nos produits, il faut avoir notre monnaie. C'est tout simplement ça. Et c'est ce qui se passe dans les pays d'Europe parce que moi, quand je vais, par exemple, quand je suis venu au Canada ici, je n'ai pas pris mon CFA pour acheter un produit canadien. Il fallait échanger ma monnaie en dollars canadiens pour acheter le produit canadien. Si je vais en Europe, j'échange mon dollar canadien en euros pour acheter le produit en euros. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas possible du côté des Africains, s'ils veulent acheter nos produits, de prendre notre éco et puis de pouvoir payer le produit dans notre éco? Donc, il y a un problème d'intégration qui se pose et voilà pourquoi le facteur donc, des 50% de convertibilité, il ne tient pas, d'accord? Donc, c'était mon point de vue, c'était ma modeste contribution pour dire qu'en conclusion, le français, l'éco n'est pas une monnaie, pour moi, ce sont des réformes très légères. Il y a beaucoup à faire. C'est insuffisant comme réforme qui a été faite. Ça a été annoncé en grande pompe, mais lorsque j'ai parcouru les articles, ça n'a rien de nouveau. Il n'y a pas eu de réforme majeure. Je pense qu'on assiste un peu à une sorte de, je peux dire, d'arnaque en quelque sorte parce que le problème n'a pas été vraiment résolu. Le problème d'arrimage et d'indexation et du fonctionnement de la monnaie. Ils se sont plutôt concentrés sur les facteurs de gouvernance et puis les dimensions un peu affectives et émotionnelles, mais la gestion technique de la monnaie n'a pas été vraiment touchée et ça c'est dommage pour un pays qui représente à peu près 40% de l'UEMOA. Ce n'est pas rien, donc je crois que les économistes africains et les dirigeants africains devraient avoir plus de cran que ça pour se donner une nouvelle politique au niveau du fonctionnement de la monnaie. Voilà, donc c'était mon point de vue dont je voulais partager avec vous. Merci d'avoir assisté à cette intervention. Je salue tous ceux qui sont connectés. Donc, salutations à Swan Omel, Boudiok, BMA, Frédéric, Marc-Antoine, William, Samy, Ama, Baz Ono, Rémi et puis Jeff aussi, je vous salue. Justin aussi, donc merci d'avoir suivi cette intervention. Donc c'était pour me prononcer sur ce facteur donc de la monnaie, de l'éco qui a eu lieu récemment, hier en fait, dans mon pays en Côte d'Ivoire, dont la monnaie va prendre forme d'ici l'échéance 2020. Alors, merci encore, passez une bonne soirée et puis à plus tard. Au revoir.